Dimanche 7 juillet de l'an 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des JT. À la une de l'actualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a tenu ce jour son 65e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Abuja, au Nigeria. Au menu des échanges, la question des rapports avec la Confédération Alliance des États du Sahel. La dite cérémonie est présidée par Bola Ahmed Tinubu, président du Nigeria. Des précisions dans un instant. Face à l'incident du navire qui transportait du gasoil échoué sur les côtes de Fidjose-Plage, plusieurs opérations de sauvetage ont été lancées par les autorités béninoises pour éviter une pollution des eaux. À suivre dans cette édition les clarifications de la préfecture maritime. Le Bénin est déjà dans la fief pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Grâce à un partenariat avec le ministère des Sports, la France accueille une délégation béninoise de sportifs, de coachs et d'entraîneurs administratifs pour un stage de préparation. Des précisions dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tient son 65e sommet des chefs d'État et de gouvernement ce dimanche 7 juillet 2024 à Abuja, au Nigeria. Un sommet qui se tient au lendemain de celui de l'Alliance des États du Sahel et au cours de laquelle les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont souligné le caractère irréversible de leur départ de la CEDEAO. Lors de ce sommet, la question des rapports avec la Confédération Alliance des États du Sahel est sans doute au menu des discussions. La dite cérémonie est présidée par Ahmed Bola Tinubu, président du Nigeria et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une cérémonie sera suivie de la conférence de presse animée par Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO. À compter du lundi 8 au samedi 13 juillet 2024, la ville de Cotonou abritera 2 événements majeurs. Il s'agit de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones AIRF et les rencontres Africa qui auront lieu au Palais des Congrès de Cotonou. En prélude, le maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, a levé un coin de voile sur le contenu de ces rendez-vous. Suivons-le au micro de ESAE TV. Du 8 au 13, Cotonou sera donc la capitale de la francophonie économique. Nous aurons donc 2 événements importants. Il y aura la rencontre Africa qui regroupe des grands opérateurs économiques au plan international qui viendront rencontrer ici les opérateurs économiques, les entrepreneurs du Bénin pour des échanges B2B.
Couplé à cela, l'Assemblée internationale des régions francophones, l'ARF qui a été créée en 2002 en France, à Lyon, par des régions francophones, et qui également va tenir son Assemblée générale ici à Cotonou, puisque les intercommunalités du Bénin y sont membres. Nous avons au total 8 intercommunalités qui sont membres de l'ARF. Bien que nous n'ayons pas de régions au Bénin, les statuts de l'ARF permettent aux intercommunalités d'y adhérer. Alors, les intercommunalités du Bénin sont donc représentées au bureau de l'ARF par ACAL, l'association des communes de l'Atlantique et de littoral, représentée par le maire de Tori, Rogatien Akouakou, et l'ANCB, l'association nationale des communes du Bénin, représentée par Luc Setondier Atropo, le maire de Cotonou. Alors, l'ARF prône le développement économique des collectivités et des régions qui la constituent. C'est fort de cela qu'un partenariat a été signé entre elles et les rencontres africaines pour permettre à ces collectivités et régions qui ont besoin des financements, qui ont besoin des équipements, des études, qui ont besoin de se développer, de rencontrer donc des sociétés, des entreprises qui ont la potentialité de répondre à leurs besoins. D'où Rencontre Africa et l'ARF qui se tiennent simultanément à Cotonou au Palais des Congrès. Il y aura donc plusieurs activités. Il y aura des conférences et débats sur les différentes potentialités dont nous avons besoin ici au Bénin pour le développement économique de notre pays. Il y aura des rencontres des échanges économiques entre les entreprises internationales et celles locales. Il y aura des visites guidées au niveau de la zone spéciale économique du Glodjigbe, la GDIZ, et la visite des sites touristiques de Ouida, couplée avec des conférences débats. Et il a même le lancement officiel qui sera donc fait par les ministres béninois. Le ministre du Commerce se chargera de l'ouverture de l'Assemblée des rencontres Africa et celle de l'ARF sera donc officiellement lancée par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, M. Akoteyon Raphaël. Donc les collectivités territoriales du Bénin y sont également associées. C'est l'ACAL qui a organisé la rencontre, puisque la dernière fois, c'était au Cameroun, cela a eu lieu, et ACAL a sollicité que cette édition se déroule à Cotonou, un appel qui a reçu écho favorable au niveau des membres du bureau de l'ARF. Donc aujourd'hui, au Bénin, les maires sont invités, les élus locaux sont invités, les fêtières sont également attendus, les entrepreneurs du Bénin y sont également invités, sont associés à ce qui se fait du 8 au 13 au Palais de Congrès. Ces deux rencontres sont capitales pour notre pays et apportent beaucoup de profit pour le Bénin. Le Bénin qui s'est déjà révélé en matière d'organisation des rencontres internationales. Nous avons l'IMF qui a eu lieu ici, et également une rencontre internationale des jeunes par le biais du UNFPA, également qui a été organisée avec brio en 2023, en 2024. Nous avons eu à organiser beaucoup de rencontres internationales. Cette fois-ci, c'est le tour de l'ARF et qui va apporter beaucoup de plus-value au Bénin. Les hôteliers qui vont en tirer profit, les restaurants qui vont en tirer profit, les opérateurs GSM, les conducteurs. Donc c'est une chaîne, les artisans, les artistes, c'est une chaîne de développement économique. Ajouté à tout ça, les profits que les collectivités territoriales auront aussi attirés avec des partenariats entre d'autres collectivités. Pareil pour nos opérateurs économiques qui, grâce aux échanges B2B, auront beaucoup de contrats à conclure, auront beaucoup d'opportunités. Tout ceci concourt au développement de notre pays.
Notre appel est que tous ceux qui sont concernés et que je viens de citer soient effectivement présents à ces rencontres B2B pour de très bonnes relations, de très bonnes coopérations Sud-Sud et Nord-Sud pour un rayonnement de l'économie béninoise. Retour sur la rencontre du chef de l'État Patrice Talon et ses deux prédécesseurs Boni Yayi et Nicéphore Soglo qui a eu lieu ce lundi 1er juillet au Palais de la Marina. Selon les détails issus du communiqué rendu public par la cellule de communication des deux anciens présidents, une commission tripartite est chargée de poursuivre le dialogue. Elle est composée des représentants du gouvernement du Niger, des représentants du gouvernement du Bénin et des deux anciens présidents du Bénin. Une initiative appréciée de plusieurs citoyens béninois. On les regarde au micro de ESAE TV. C'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. On n'a qu'à vite, si possible, aujourd'hui, mettre le comité en place et attendre les Nigériens ne qu'à venir. Notre problème, c'est la réouverture de la frontière que nous voulons. Ces commissions doivent arriver à une suite favorable. Et il n'y aura pas de tricherie. Est-ce que vous voyez? Il y aura, n'est-ce pas, la clarté, n'est-ce pas, dans ces affaires-là. C'est une très bonne chose. Je remercie M. Tiani. À cet instant T où nous sommes, le président Talon a besoin de ses anciens présidents pour gérer cette crise. Donc s'ils ont décidé de mettre un comité en place pour nous aider à régler cette crise-là, moi je suis d'accord. Et je remercie encore le président Yaïbouni et le président Soglo. Je les remercie beaucoup pour leur initiative. Par la grâce de Dieu, à voir comment les choses se passent. Je crois que il y a de l'espoir. On souhaite que ça soit fructueux, que les échanges soient fructueux et qu'il y a du positif sort. Et c'est ce que nous on souhaite. Je salue particulièrement la démarche des deux anciens présidents qui ont vu qu'il faut sauver ce pays. Puisque la crise entre le Bénin et le Niger, si cela continue, c'est grave pour l'économie béninoise. Je remercie aussi, n'est-ce pas, la bonne démarche aussi de M. Tiani, le général de brigade, président de la République nigérienne, M. Le président Bambata, que moi j'appelle Bambata, grand président Tiani, pour ce dégel-là. Je remercie aussi M. Patrice Talon, Athanase Guillaume, qui est disponible, n'est-ce pas, pour le dégel de cette crise. Ceux qui ont dit qu'il les a envoyés là-bas, aujourd'hui ils ont tort. Voilà, ils ont été bien reçus par le président Talon, les deux anciens chefs d'État, Soglo et Yayi, sur la crise bénino-nigérienne. Et ce qui est important, c'est qu'on trouve une sortie de crise. Ils n'ont qu'à accélérer les choses pour aller vite, plus vite, pour que la frontière soit... pour qu'on ouvre la frontière du Niger. La démarche qu'ils ont menée là est une démarche très pacifique, très acceptable. Maintenant, ce qui est sorti de leur rencontre là, c'est ça moi je veux entendre, je veux écouter, je veux entendre. Ils sont partis là-bas, qu'est-ce qu'ils sont allés dire avec Tiani? Les membres devront siéger au sein de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC sont désormais au complet avec la désignation des 3 membres du président de la République. Patrice Talon a nommé ce mercredi 3 juillet 2024 Édouard Loko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, 7e mandature. Retour sur le parcours emblématique ainsi que les nouveaux défis qui attendent le nouveau président. Une réalisation de ESAE Télévision. C'est une première au Bénin, est-on tenté de dire, et cela réjouit toute une corporation. René Dossa, premier président de la HAC, était un journaliste, mais qui avait occupé beaucoup plus des postes politiques, et enfin un professionnel des médias à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. En effet, Édouard Loko, patron du quotidien Le Progrès, chargé de mission du président de la République Patrice Talon et ancien vice-président de la HAC 4e mandature, a été nommé en Conseil des ministres ce mercredi 3 juillet 2024, président de la HAC 7e mandature qui s'étendra de 2024 à 2029.
Une nouvelle exaltante et honorifique pour ses intimes réunis au sein du creuset exemplaire, baptisé le Vatican, dont il est le pape, mais aussi et surtout pour les centaines de ses étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, où il dispense des cours depuis une quinzaine d'années. Édouard Loko, c'est plus d'une trentaine d'années d'expérience de journalisme au Bénin. Journaliste de profession, consultant en communication, l'homme n'est pas un cul-d'âme. Il est un monument de la presse béninoise et fait l'unanimité au sein de la corporation. De façon sommaire, retenons qu'il est auteur de plusieurs ouvrages tels que Abdoulaye Issa, Trop tôt à 7 ans, Boniaï l'intrus qui connaissait la maison et Patrice Talon, président du Bénin, un déconfinement de l'homme en toute transgression. Il est ancien président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM et ancien président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel au Bénin, CNPA Bénin. Son engagement pour le développement des médias et leur rôle dans la consolidation de la démocratie ont été reconnus par le président Patrice Talon à travers son élévation au grade de grand officier de l'Ordre national du Bénin en 2021. Je m'engage à me montrer digne de cette élévation qui fait honneur à vous autres aussi, mesdames et messieurs de la profession, parce que si je ne m'abuse, le premier journaliste qui a été élevé à cette dignité, c'était à titre posthume, et c'était Louis Houkari en 1964. La nomination d'Édouard Loko à la tête de la HAC est perçue aux yeux de certains analystes et observateurs comme celle qui sonne le glas de la clochardisation des médias et des comportements qui jettent du discrédit sur toute une corporation qui se veut être le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, vous avez beaucoup de médias sur Internet qui ont même, avec le temps, plus d'influence aujourd'hui que les médias traditionnels qui courent derrière eux pratiquement aujourd'hui. Comment faire pour que cet outil qu'est Internet, une chance également, ne devienne pas un problème pour nos pays? C'est là la problématique. Et c'est là le rôle de la HAC. De grands chantiers attendent Édouard Loko qui devra écrire une belle page de l'histoire de la presse béninoise. La lutte contre la désinformation, la promotion d'un journalisme de qualité, la promotion de la liberté de presse, une régulation saine des médias sont en autres les défis qui s'imposent à lui ainsi qu'aux 8 autres conseillers qui devront l'épauler tout au long de cette mission. Internet est une chance. Mais comment faire pour que cette chance ne devienne pas un danger pour nos pays? C'est là l'un des grands défis des institutions de régulation comme la HAC. Je sais que les journalistes ont mal à leur profession pour ce que les gens ont fini par en faire. Et il faudra courageusement qu'ils acceptent que la HAC fasse le ménage. La joie est grande, cette fois-ci au sein du Vatican, puisque le Creuset compte 2 membres au sein de la nouvelle équipe, notamment Édouard Loko et Basile Thibozo, élu en remplacement de Franck Pochemé, un autre ténor du Creuset. Le Vatican, un cénacle composé majoritairement d'acteurs des médias qui se retrouvent tous les vendredis sans exception dans la fraternité depuis une vingtaine d'années, est fier de cette nomination et l'on peut s'imaginer déjà l'ambiance de la messe du vendredi prochain. Dans le même registre, Clément Adeoti Adéchian, promoteur du groupe de presse ESAE, s'est prononcé sur la nomination de son ami et frère de longue date, Édouard Loko, comme étant le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature. Des propos recueillis par ESAE TV. On est heureux à cause d'Édouard Loko, à cause de la personne d'Édouard Loko, à cause du monument qu'il représente pour l'ensemble de ses œuvres, quand on le prend en tant que acteur des médias dans l'histoire et le processus de la construction de la presse écrite au Bénin, surtout la presse écrite privée des années 90, qui a commencé par voir le jour. C'est l'un des meilleurs de la génération. C'est le couronnement d'une histoire successive que vous connaissez, vous, jeune génération. Il a été
faute professeur en classe. Et il est toujours professeur ici, à Esaü. C'est l'histoire d'un homme humble. Il est d'une telle abnégation qu'il est difficile de le qualifier comme il y est ou de le voir dans sa magnitude président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et Edouard Loko, c'est pour ça qu'on est heureux. On est heureux parce qu'il s'agit de lui en fait. Il s'agit de cet homme-là que vous allez croiser encore dans la rue bientôt, en train de manger du abobo avec vous, et comme en train de prendre du arachide, sans toutefois se faire la grosse tête parce qu'il est nommé président de la HAC. C'est pour ce Edouard Loko-là qu'on est très heureux. C'est un homme historique. Il connaît l'histoire de la presse de façon générale. Et il a fait ses bancs. C'est un sac au dos. Il n'a pas brûlé les étapes. Il n'a jamais volé un parcours. Président du CNPA, notre patronat. Président de l'ODEM. Vice-président de la HAC. Membre fondateur de l'UJPB. Élément constituant et très importantissime des 2 états généraux de la presse que nous avons connus. Edouard, c'est l'histoire de la presse. C'est comme si on vous demandait, choisissez le meilleur pour vous parler de la presse béninoise, c'est Edouard Loko. En plus, depuis 8 ans déjà, il est au palais, aux côtés du chef de l'État, pour vivre et narrer au quotidien la presse béninoise dans son vécu avec le chef de l'État. Il n'y a pas meilleur qu'on puisse envoyer à ce poste-là. Et ce qui encore rend plus enthousiaste, c'est qu'il s'agit de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui, depuis 6 mandatures, peine à trouver le bon président, en fait. Des politiciens qui ignorent tout de la presse, qui viennent apprendre sur l'État, ils viennent découvrir les réalités de la presse quand ils sont nommés président de la HAC. Ils viennent découvrir que c'est une institution d'abord de régulation des médias. Ils pensent qu'ils sont nommés président de la Cour constitutionnelle ou président du Conseil économique et social. C'est sur le tas, sur le terrain qu'ils découvrent qu'ils sont nommés au-dessus d'une institution qui s'occupe des médias essentiellement. Ce qui n'est pas le cas de M. Edouard Loko. Il ne viendra pas faire ses classes. Il ne viendra pas faire ses bancs. Au contraire, c'est lui le patron du masterclass qui aura lieu à la HAC désormais. Et c'est ça qui nous rend fiers en fait. Pour nous, journalistes, pour nous de la corporation, au-delà du Vatican, c'est une fierté. Alors, ne nous leurrons pas. Il n'est pas président de la HAC pour distribuer des bonbons aux journalistes, pour donner des plaquettes de chocolat ou des tablettes de chocolat, comme vous aimez le dire, les chocolats. Non, non, il ne viendra pas vous donner des chocolats, rassurez-vous. Il a d'abord une mission qui dit régulation, signifie savoir démêler le chevaux. On a besoin de ça, démêler le chevaux, savoir soustraire les bons grains de l'ivraie. Il y a trop de clochards qui polluent notre presse, qui empêchent la presse béninoise d'avoir une identité réelle. Alors moi, je compte sur Edouard Loko, qui connaît ce métier-là, de ne pas venir nous caresser dans le sens du poil, mais plutôt d'aider la presse à retrouver son identité, à nous retrouver en ces années-là où on parlait du numéro 1 du classement des Reporters sans frontières. Mais pour y arriver, ce n'est pas parce que les journalistes ne seront pas condamnés ou les journalistes n'iraient pas devant le juge au tribunal. Mais c'est parce que la qualité dans nos productions journalistiques et audiovisuelles vont retrouver droit de cité. L'enfourmillement, l'envahissement, l'encrassement dans lesquels on se retrouve avec les médias sociaux, avec n'importe quel kidam aujourd'hui qui est capable de prendre son téléphone et de s'improviser activiste journaliste ou journaliste activiste et pour écrire n'importe quoi, qui déteint malheureusement sur l'image de la presse. Lorsque quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui n'a pas appris le métier, prend son téléphone et souille la réputation de quelqu'un, alors celui-ci dit, naturellement, avec dépit, ce sont des journalistes. Vous savez, les journalistes, un journaliste a écrit contre moi n'importe quoi, qui n'est pas vérifié. Mais il n'a pas la patience de savoir que celui qui a écrit n'est pas journaliste. Dieu merci, il y a un code du numérique qui fait le distinguo entre le journaliste et le non-journaliste. Et qui permet à celui qui est journaliste de présenter sa carte de presse
et de se faire diriger vers le code de l'information pour se faire juger par nos tribunaux. Et les autres vont se faire sévir par le code du numérique. Alors, le travail de M. Edouard Loko sera essentiellement de redonner ses lettres de noblesse à une profession qui en a perdu. En mettant l'accent sur la formation. Il fut un temps, la RAC formait beaucoup. On a eu beaucoup de formations in situ qui ont disparu. Or, ça aidait beaucoup les radios communautaires, les radios commerciales, la presse écrite. Ces formations ont disparu, malheureusement. Je crois que la RAC va retrouver sa mission de formateur. Il faut former pour réguler et il faut réguler pour sanctionner. Sans formation, on ne peut pas juger de la qualité de l'information que quelqu'un publie. Nos journalistes ne sont plus formés. C'est vrai, ils sont devenus trop nombreux. Tout le monde est devenu journaliste. Tous les journalistes sont devenus n'importe quelle personne. N'importe quelle personne se prévaut de ce titre-là, de ce métier-là. Alors, il faut qu'un travail soit fait. C'est vrai, la RAC ne sera pas seule. Le CNPA va aider la RAC. L'UPMB va aider la RAC. L'ODEM va travailler avec la RAC. Tous les acteurs concernés, nous, patrons de presse également, avec nos médias également, on doit conscientiser nos collaborateurs de sorte que nous puissions aider Edouard Loko à réussir sa mission pour faire notre fierté à nous. Une nomination qui suscite joie de part et d'autre dans le rang des professionnels des médias. C'est le cas de Agapite Napoléon Maforican et Michel Tchanou qui livrent ici leurs impressions. Suivez plutôt. C'est tout à fait logique que nous nous sentions vraiment encore plus engagés lorsque l'un des nôtres est appelé à assurer la responsabilité, surtout d'une institution aussi cruciale, aussi déterminante que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc c'est des sentiments de joie, de fierté et sans doute donc, de reconnaissance au chef de l'État. Il y a un certain temps, depuis des années, nous souhaitions que l'ARC soit en fait confiée à un professionnel des médias, parce qu'on n'a eu que la première mandature qui a été dirigée par M. René Dossa, qui était un journaliste, mais qui a été plus, qui a occupé plus des fonctions politiques que la presse. Donc enfin, je me disais que si l'un d'entre nous devait repartir à la HAC, si on a un gars de ma promotion qui devait aller à la HAC, il faudrait au moins qu'on ait vraiment un poste assez décisif. Donc Edouard, par contre, il a été déjà vice-président de la HAC. Si Edouard devait revenir à la HAC, on le voit mal revenir en deçà de ce poste de vice-président. L'avènement de M. Loko à la tête donc, de la HAC ne peut pas équivaloir à une sorte de blanchiment, de carte blanche donnée aux médias, à ceux qui les laissent pour qu'ils fassent n'importe quoi. Non, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, puisqu'ils ont le devoir d'accompagner l'État dans sa politique de protection de la liberté de la presse, mais également la profession dans sa logique de professionnalisation. Edouard Loko, c'est un professionnel avec qui nous avons commencé depuis le début des années 90. On a fait le matin, on a créé le journal Le Matin ensemble, on a créé le journal Le Progrès ensemble, on a créé l'ODEM ensemble, il a occupé différents postes. Donc il connaît tous les problèmes de la presse depuis le début du renouveau, depuis 90 jusqu'à nos jours. Et au-delà de ça, humainement parlant, c'est un rassembleur, c'est un gars qui aime écouter, qui est à l'écoute des autres et qui peut rassembler, qui peut faire beaucoup de choses pour le don. Les défis à relever sont déjà une sorte de lettre de mission que le président de Talon avait remise à la HAC, 6e mandature, lors des chemins de vœux en janvier 2023, lorsqu'il lui demandait de lancer des réformes innovantes et pas impactantes pour le secteur. Je pense que cette mandature va hériter de cela à nouveau. Mais le défi ici, c'est de rapprocher les professionnels, c'est de concilier les professionnels avec leur organe de régulation. Je pense qu'il y a une très mauvaise compréhension de la HAC qu'il faut corriger. Au moment où l'institution a plus à 30 ans et au moment où nous demanderons la 31e année, il est important que la HAC travaille à se rapprocher des professionnels des médias, à leur expliquer qui elle est réellement. Beaucoup ne connaissent pas la HAC et beaucoup attaquent à tort l'institution. L'institution fait de son mieux, mais peut faire encore mieux, avec peut-être plus de moyens,
et plus de stratégie de mobilisation sociale. La HAC, ce n'est pas une instance pour les journalistes, c'est une instance politique. Et c'est souvent par rapport à ça qu'on a fait nos plaidoyers. Pour cette fois-ci, on a seulement Edouard. C'est vrai, on a aussi Badri Chibazou qui est un des nôtres, mais on a aussi 2 professionnels des médias. On a le technicien de l'audiovisuel, on a le gens de l'audiovisuel, et apparemment, il paraît qu'il y a un 5e. Donc, mais déjà, on a 4 sur 9. Je crois qu'il y a 4 sur 9. Les professionnels des médias peuvent déjà peser sur la décision cette fois-ci, mieux que par le passé. Parce qu'on a vu dans la précédente HAC, la HAC de Nata, la HAC dans laquelle Edouard était déjà vice-président, il y avait déjà près de 4 ou 5 journalistes. On a vu qu'on a pu progresser, faire des chemins par rapport à cette HAC-là. La HAC sortante a eu moins de journalistes. Et on a vu ce que ça a donné, les HAC précédentes. Mais cette fois-ci, déjà avec une base de 4 professionnels, certains parlent de 5, on n'a pas encore tous les données. Sur 9, je crois que c'est déjà, on pourra peser, les professionnels des médias à ce niveau-là pourront déjà peser pour des... L'adoption par le gouvernement du programme spécial d'intensification des produits maraîchers et céréalières, 10 milliards de francs CFA pour booster la productivité et améliorer la qualité de ces produits face à la presse ce mercredi 3 juillet 2024. À ce propos, le porte-parole du gouvernement et le ministre de l'Agriculture apportent des précisions. L'essentiel de leurs propos vous est proposé par la télévision nationale. Ces actions que nous voulons mettre à échelle aujourd'hui, certaines des innovations qu'on veut mettre à échelle aujourd'hui, se déroulent, mais à petite échelle. Nous voulons densifier ça, nous voulons généraliser. Tenez, quand le Nigeria a fermé les frontières ici, et que les gens ont récolté la tomate qui a coulé, je m'étais rendu à Grand Popo, j'ai dit non. Nous transformons ça en une détermination pour changer le modèle de production. Effectivement, les variétés qu'on utilisait pouvaient couler en 2-3 jours. Parce que c'est ça qui était moins cher. Mais puis après, nous avons fait changer complètement ces variétés. Et aujourd'hui, il peut y avoir des tomates placées dans des paniers pendant 10 jours qui ne coulent pas. C'est déjà une habitude. Mais il faut reconnaître que ces semences-là coûtent 5 fois, 10 fois plus cher que les autres semences. Et ce n'est pas facile d'accès pour le petit producteur. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est de rendre ces semences-là accessibles aux plus petits. Nous avons une typologie de nos exploitations basée sur l'agriculture familiale, sur des petites exploitations de petite taille. Que toutes ces exploitations de petite taille aient la possibilité d'accéder facilement à des semences de nouvelle génération. Sur le maïs, par exemple, nous avons du matériel qu'on utilise depuis des lustres. Le modèle de sélection que nous avons, c'est une sélection de composites. Mais quand nous introduisons maintenant les hybrides, on constate que même avec une technologie moyenne, vous avez 2 fois le rendement que vous avez sur les hybrides. Parfois 3 fois. Mais il se fait que l'hybride coûte un peu plus cher. On fait quoi? Il faut introduire cela dans les habitudes et faire en sorte que les gens accèdent facilement à cette semence-là à coût réduit. Les 10 milliards sont à mettre à la disposition du ministère de l'Agriculture. Ainsi en a décidé le Conseil. Et c'est pour ça que le ministre de l'Agriculture a été instruit de faire les diligences nécessaires pour l'opérationnalisation de ce programme spécial. Et comme il dit, il y a des structures qui sont en place, qui font déjà les preuves. Ces structures vont être remobilisées autour de ce programme spécial dont les objectifs sont ceux que nous avons déclinés. Et puis vous demandez à quand les effets, quand est-ce que le consommateur va constater dans son assiette, dans son panier, dans sa poche. Vous aurez remarqué qu'en général, on adresse les vivriers et les produits maraîchers. Ce sont donc des produits de cycle relativement court, connus. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que dès la prochaine saison, ces produits soient disponibles. Ce qui veut dire, les diligences doivent être faites pour que les matériels à acquérir, les semences à acquérir, les machines éventuellement, parce qu'il y a un pan de mécanisation autour de ce programme spécial. Tout cela soit mis en place à temps et que les producteurs commencent à éprouver le dispositif et les semences
de meilleure qualité, afin qu'au rendez-vous de la récolte, ils constatent par eux-mêmes et que nous, tous, nos femmes, nos soeurs, nos mères et nous-mêmes qui allons parfois au marché, nous puissions constater que les prix sont plus abordables parce que les produits sont plus disponibles. Et donc, à très court terme, ou je dirais à court terme, d'ici à 1 an, nous voulons pouvoir observer les résultats de ce programme spécial que nous espérons ensuite amplifier au fil des années. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2024, un navire qui transportait du gasoil a échoué sur les côtes de Fidjrosset-Plage. Face à cet incident, plusieurs opérations de sauvetage ont été lancées par les autorités béninoises pour éviter une pollution des eaux. Lesquelles opérations sont énumérées ici dans cet élément signé l'ORTB. Des eaux béninoises sans une seule goutte de gasoil, c'est le défi à relever depuis ces dernières 24 heures. Selon les dernières informations lues sur le site internet de Bip Radio, le gouvernement béninois a mobilisé différentes équipes sur la plage de Fidjrosset depuis dimanche soir. C'est sur ces côtes que le navire transportant plus de 200 000 litres de gasoil a échoué dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin dernier. 6 camions-citernes, dont les capacités varient entre 35 000 et 40 000 litres, sont actuellement déployés sur le site avec pour mission de transvaser la totalité du gasoil du bateau dans les véhicules. L'opération se poursuit toujours. Les 9 membres de l'équipage du navire ont été mis aux arrêts par l'unité spéciale de la police fluviale et maritime. Ils sont arrêtés pour n'avoir pas prévenu les autorités béninoises de leur panne mécanique. Selon la réglementation, tout navire dans les eaux béninoises, pour une raison ou une autre, doit en informer les autorités. Parlons toujours du navire de gasoil qui a échoué sur les côtes de Fidjrosset. Les membres de l'équipage sont mis aux arrêts. Le navire et les tonnes de gasoil deviennent la propriété de l'État béninois. Des précisions avec la rédaction de l'ORTV. Je suis ici pour vous informer sur... Il est question de clarification sur le bateau échoué sur la plage de Fidjrosset dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2024. Le remorqueur SPSL ou Démé. Le navire avait jeté son ancre à 5000 marins, soit environ 9 km de nos côtes, avec son transpondeur allumé. Cependant, toutes nos tentatives de communication par radio avec ce navire sont restées vaines. Le lendemain, j'ai pris la décision d'envoyer une équipe de fusiliers marins à bord. À leur vue, le navire a tenté de fuir, mais a été rapidement maîtrisé. Le capitaine du navire a ensuite signalé une panne mécanique. Après consultation avec le chef d'état-major de la Marine nationale, j'ai ordonné le remorquage de ce navire vers la rade de Cotonou pour des investigations approfondies. Une maîtrise mise en mal par les mauvaises conditions météorologiques, causant ainsi la rupture de la remorque et le navire échoue à la plage de Fidjrosset. Contacté les autorités nigérianes qui ont confirmé que les activités du SPSL Udeme dans les eaux nigérianes étaient inconnues et qu'il avait été observé en mode obscur, c'est-à-dire menant des activités illicites. Notre priorité actuelle est d'éviter toute forme de pollution des eaux et de la plage car ce navire transporte du gasoil. Des opérations de pompage de la cargaison sont en cours depuis dimanche, mobilisant de nombreuses administrations publiques et des structures privées. À ce jour, un peu moins de 100 tonnes de gasoil ont déjà été soutirées et les opérations continuent jusqu'à l'élimination de tout risque de pollution. Cette détection du navire a été possible grâce à ce dispositif. Et pareil, à partir d'ici, nous pouvons suivre également les activités qui se déroulent sur le terminal pétrolier. Un centre stratégique de surveillance de toute la façade maritime béninoise, un joyau logé à la préfecture maritime, une première dans la sous-région. Les activités qui se déroulent sur le terminal pétrolier.
Et puis on parle éducation à présent. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yayi Ladécan, et son collègue du secondaire, Yves Tchabi-Kouaro, ont effectué cette semaine une tournée dans les centres de correction des épreuves du baccalauréat. Les deux ministres se sont rendus au lycée technique Koulibaly de Cotonou ainsi qu'au collège d'enseignement général de Bégamin. Le reportage avec ESAE TV. La pluie de ce mercredi 3 juillet n'a pas empêché la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yayi Ladécan, et son collègue du secondaire, Yves Tchabi-Kouaro, de se rendre dans les centres de correction des épreuves du baccalauréat, session de juin 2024. Le sens de notre déplacement, c'est de nous assurer que les conditions optimales qui ont permis de faire un bon lancement de cet examen et sont toujours réunis et que la phase de correction se déroule comme nous l'avons prévu. Ici, au centre du lycée Koulibaly, se déroule la correction des épreuves des séries de gestion, des séries techniques, eau et assainissement. Les autorités se réjouissent du constat. Le tour que nous avons fait montre que les travaux se poursuivent très bien, sereinement, et l'équipe de supervision est à la bonne veille. L'équipe de supervision a partagé ses préoccupations avec les ministres, mais avant d'apporter des solutions à celles-ci, place aux prochaines étapes. Nous aurons la saisie des notes, ça a déjà démarré aujourd'hui. Après, nous allons collationner, c'est-à-dire on va vérifier si les notes des candidats sont les vraies notes saisies. Et après, l'étape ultime, n'est-ce pas, sera la délibération, la première délibération qui va consacrer les candidats admissibles. Les regards sont désormais tournés vers la délibération des résultats qui interviendra probablement en fin de semaine prochaine. Dans le souci d'accélérer l'atteinte des cibles prioritaires du secteur de l'éducation, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, en partenariat avec le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable, RODE, a sollicité et obtenu une subvention du gouvernement pour la mise en œuvre du projet bulletin communautaire de performance de l'ODD 4 dénommé BCP ODD 4. Le lancement officiel de ce projet s'est déroulé ce mardi dans les locaux de la mairie de Cotonou. Le reportage avec ESAE TV. Le bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable, BCP-ODD, fait son entrée dans l'éducation. Après la santé, cet outil veut œuvrer pour une meilleure situation éducative, un projet d'une grande utilité. Le bulletin communautaire de performance que nous lançons aujourd'hui est un outil essentiel qui nous permettra de suivre nos progrès, d'identifier les domaines nécessitant des améliorations et de rendre compte de manière transparente et responsable de nos réalisations. Cet outil trouve son fondement dans l'agenda 2030. Le BCP-ODD trouve son fondement dans le principe de redevabilité contenu dans l'agenda 2030 adopté par les États membres de l'ONU en septembre 2015 en vue de la mise en œuvre réussie des cibles des ODD à l'horizon 2030. Le BCP se veut à la fois un outil d'amélioration aussi bien de la redevabilité et de la réactivité des prestataires de services. C'est également un instrument d'autonomisation communautaire axé sur le suivi des ODD. Le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable, avec le partenariat de l'Association nationale des communes du Bénin, a porté son choix sur 3 communes stratégiques pour le démarrage de ce projet. Le bulletin communautaire de performance sera élaboré cette année dans la commune de Cotonou, des Aguigués et de Tessazoumé pour le secteur de l'éducation. Il prendra en compte le ministère de l'enseignement maternel et primaire ainsi que le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Le bulletin communautaire de performance facilite l'entente et la compréhension entre les prestataires et les usagers ou bénéficiaires des services publics autour des défis à relever.
La bonne exécution du BCP ODD 4 va permettre d'améliorer le secteur de l'éducation. Chers hôtes, acteurs privilégiés de l'éducation, ensemble, engageons-nous à faire de l'éducation inclusive et de qualité une réalité pour tous. Merci à chacun pour votre dévouement et votre contribution précieuse à l'atteinte des ODD. Plusieurs communications ont meublé ce lancement pour permettre aux acteurs impliqués de mieux comprendre cet outil. On parle culture à présent, la pluie, encore moins la coupure d'électricité par la Société béninoise d'énergie électrique qui sévit actuellement dans la localité n'ont pas émoussé la détermination des artistes du Septentrion et d'ailleurs de célébrer en différé avec le public sorti massivement la fête internationale de la musique le samedi 29 juin 2024 à la place Tabera de Parakou. En marge de l'événement, artistes et organisateurs apprécient la qualité de l'organisation et font des propositions. Suivons ensemble. Je dirais que je donnerais d'abord un coup de chapeau à toute l'équipe de l'organisation parce que c'est pas donné. En même temps, il y a eu la pluie qui nous a un peu dérangés, mais le public est resté. Je leur dis d'ailleurs merci du fond du cœur. Et l'organisation aussi n'a pas paniqué. Et voilà, la fête continue quoi. Je vois que c'est l'une des meilleures parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Parce que je sens que c'est beaucoup plus mieux organisé par rapport aux années antérieures. Voilà. Le public qui n'avait pas eu de sortie de concert, surtout au temps de pluie, qui sont massivement sortis, je suis content d'eux. Parce que sans eux là, nous, je pense, nous artistes, on n'est rien. Le showbiz en entier, le showbiz béninois, c'est le seul événement dans l'année où l'artiste est valorisé. Vous comprenez? Ça veut dire que déjà le geste du gouvernement, c'est un premier pas, c'est un bon pas, mais on peut mieux faire. Si on peut faire cette fête-là en plusieurs phases, ça aurait donné encore une autre couleur pour que tout le monde puisse être là, pour qu'il n'y ait pas de frustrés et tout. Merci aux initiateurs, merci au gouvernement. Parce que ces événements essaient de nous mettre ensemble. Ça facilite la cohésion sociale, ça facilite le vivre ensemble, ça facilite le dialogue, ça facilite la coordination de beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de l'événement, dans la société. Voilà pourquoi en un premier temps, j'ai aimé l'initiative, j'ai aimé ce projet, parce que ça réunit toutes les cultures. Donc c'est un événement que moi j'aime. C'était ma deuxième fois et j'ai vu du changement et au niveau de l'organisation, du déploiement technique, matériel, tout. J'ai aimé et j'ai passé un bon moment. On a commencé par donner de la place aux artistes, musiciens surtout. Donc le gouvernement nous offre cela et on ne peut que remercier et de ne pas s'arrêter en si bon sommet. J'ai aimé la fête. Ah ouais, il faut dire que l'organisation cette année, moi je trouve qu'elle a été bien meilleure, contrairement aux autres années. Dans chaque chose qu'on fait, il faut le dire, on veut aller de l'avant, on veut chaque fois mieux faire. Donc il faut avouer que pour cette année, ça a été beaucoup meilleur contrairement aux autres années. Alors d'abord, je tiens vraiment à remercier le gouvernement qui a vraiment pensé à valoriser la culture béninoise à travers cette fête de la musique à Parakou. Les années à venir, et je pense que c'est le propre des Africains, néanmoins si nous pouvons faire l'effort de commencer un peu plus tôt, parce que si vous avez fait attention, nous sommes dans une saison pluvieuse, ce qui a fait que la pluie a un peu joué sur les choses. Donc si réellement les fois prochaines, nous pouvons essayer de commencer un peu plus tôt, ce serait bien. Pour les éditions à venir, je dirais tout simplement, vu que la fête de la musique a lieu en juin et que nous savons que le mois de juin, c'est un mois où il pleut beaucoup, il faut peut-être prévoir quelque chose pour couvrir le public. Comme ça, les gens ne seront pas obligés de rester sous la pluie pour suivre le spectacle. Voilà. D'autres n'ont pas été invités pour venir faire la fête avec nous, donc ils sont contrariés. Mais bon, on dit souvent chez nous, quand on va à la Mecque, tout n'est pas blanc. Soit c'est rouge, soit c'est noir, donc il faut choisir. Ce qui est sûr, je prie aussi, je demande une aide auprès du ministère pour que l'année prochaine, ça soit plus dans ce que
de cette année, parce que au moins tout le monde soit satisfait, même si ce n'est pas beaucoup, au moins chacun est un peu. Oui, déjà pour l'organisation, peut-être on peut dire que les choses ont été un peu précipitées, ce qui n'a pas permis aux artistes et aux orchestres respectifs de bien se préparer. Mais sinon, je pense que la fête elle est en train de bien se passer, parce que n'empêche que nous sommes en retard, mais en quelques jours, on essaie quand même de donner le meilleur de nous-mêmes. Quand on est professionnel, on s'attend toujours à ces genres de choses et on arrive toujours à gérer sur le podium ce qui se passe. Il y a une diversification des artistes, le public est chaud, il y a eu de nouveautés. Ce qu'on a vécu l'année passée, c'est différent de celui d'aujourd'hui parce que pour cette année, c'est encore plus amélioré. Non, on ne peut pas dire que c'est précipité. On va même dire qu'on est en retard parce que la fête internationale de la musique, c'est le 21. Donc le temps de préparer cela et que le gouvernement donne son accord, ça peut prendre un peu de temps. Et c'est la raison pour laquelle nous fêtons ce 29 juin au lieu de 21. Donc c'est pas précipité. Au contraire, on a pris le temps pour mieux faire. Voilà. Nous, notre souhait le plus ardent, c'est qu'on fête le même jour que tout le monde entier, le 21. Cette édition se poursuit. Plus de 2000 Béninois ont participé à l'édition 2024 du Hajj. Après plusieurs jours sur la Terre Sainte d'Arabie Saoudite, marquée par les séances de prière et d'adoration, ils sont de retour avec de nouvelles habitudes et attitudes. Après le pèlerinage, quel comportement doit adopter le pèlerin? Élément de réponse avec El Hadj Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de ESAE TV. 2300, c'est le quota voulu et obtenu cette année pour les pèlerins au Hajj. Ce chiffre, qui vise à limiter entre autres les pertes enregistrées au cours des années précédentes, a également permis aux fidèles de bénéficier d'un séjour des plus agréables. Depuis le départ d'ici, la Koye là-bas, vraiment, on était les chouchous quoi. Pour Hadji Salifou, ce voyage en Terre Sainte, considéré comme le 5e pilier de l'islam, est une première. Par ces temps de réforme, il considère l'accompagnement de l'État comme étant salutaire pour bien de pèlerins. Et 3 500 000, c'était cela l'an dernier. Dieu merci, ça n'a pas monté. Au niveau de chaque pèlerin, il y a encore beaucoup d'autres dépenses que cela suscite. Lorsque vous laissez une famille derrière, il faut prévoir quelque chose. Et lorsque vous allez là-bas, eh bien, il faut penser aussi aux médicaments, on ne sait jamais. Il faut penser aussi à ce que vous allez acheter pour renforcer votre foi, les ouvrages. Il faut visiter des lieux. Si la personne devait venir attendre des jours à séjourner à Zongo au clair de lune, de soleil, sous les intempéries, ou bien qu'il doit aller louer un hôtel pour attendre le jour de son départ, il va se nourrir tout ce temps. Ce que l'on devrait dépenser pour la circonstance est économisé pour être investi au lieu saint de la Mecque. Sinon que ça va être des dépenses que la personne n'avait pas prévues et ça réduit ses mailles de manœuvre durant son séjour en Terre Sainte. Le Hajj 2024, qui est à la 3e édition depuis le démarrage des réformes dans ce sens, a nécessité un travail à la chaîne afin de relever le défi. Il y a une mission qui est partie vraiment tôt, qui a fait les prospections nécessaires pour avoir les logements qu'il faut, aux standards voulus par le Bénin, fixés par le Bénin. Donc les contrats ont été soumis en ligne comme d'habitude parce que toutes les opérations se font en ligne. Nous avions pu faire également les contrats pour la restauration, pour le transport urbain, pour tous les services en Arabie Saoudite. Et au-delà de son caractère religieux, la Mecque est également une plateforme de rencontres de tout genre et d'opportunités. Tout le monde entier séjourne pour cette période-là et cela fait que les investisseurs, les opérateurs économiques préfèrent
venir essayer leurs produits sur le marché de la Mecque. Vous rencontrez des Sénégalais, des Sierra Leonais, des Marocains, des pèlerins, n'est-ce pas, de tous les coins du monde. Et c'est une grande opportunité. Pour le compte du Hajj 2024, le Bénin a décroché le 2e prix décerné par les autorités saoudiennes au pays ayant réalisé la performance en termes de satisfaction des pèlerins quant aux services fournis. Petite rectification, c'était à l'instant un élément réalisé par la télévision nationale sur les enjeux économiques du Hajj 2024 au Bénin. Parlons sport à présent. Le Bénin est déjà dans la fief pour les Jeux olympiques Paris 2024. Grâce à un partenariat avec le ministère des Sports, la ville de Montfort-le-Génois, une commune de nord-ouest de la France, accueille depuis le 29 juin dernier une délégation béninoise de sportifs, de coachs et d'entraîneurs administratifs pour un stage de préparation. Suivez ce reportage signé de la télévision nationale. Début de stage très rythmé pour les champions béninois, ici à Montfort-le-Génois. Dès leur arrivée, ils se lancent dans une série de visites des installations sportives locales. Piscines, gymnases, pistes d'athlétisme, tous les sites d'entraînement sont passés en revue. Nous sommes depuis hier ici à Montfort-le-Génois dans le cadre des préparatifs des Jeux paralympiques de Paris 2024 qui va se dérouler à partir du fin du mois d'août jusqu'en septembre. L'accueil a été très chaleureux depuis hier. La ville de Montfort-le-Génois, dirigée par son maire, nous a bien accueillis. Et je vois la différence de ce préparatif par rapport à celui de Tokyo 2020. Nous avons visité les installations que les partenaires ont mis à notre disposition pour nous préparer. Nous avons visité les lieux et découvert nos salles de musculation où les équipements qui sont mis à notre disposition sont des matériels de pointe. Je pense que tout ce qu'il y a à faire est déjà disponible. Tous les armes qu'il faut sont déjà disponibles. Ça dépendra de nous maintenant pour gagner cette compétition. Et c'est parti pour les exercices de conditionnement physique à pratiquer sous la direction des entraîneurs pendant 3 semaines. Parlons toujours sport. La Fédération béninoise de kickboxing des disciplines associées a mis à disposition des associations affiliées des matériels et équipements. La cérémonie de remise s'est déroulée ce jeudi au centre Okinawahu de Tongpe à Abomey-Calavi. Le reportage avec ESAE TV. De matériels et équipements pour le développement du kickboxing au Bénin. Narcisse Justin Soglo et son comité exécutif dotent les associations membres en kit complet de kickboxers. Vous savez, pour pouvoir mieux fonctionner, sans équipement, c'est impossible. Nous n'avons pas assez de moyens. C'est pour cela qu'on a procédé d'abord à l'achat de ce lot pour atteindre tous nos athlètes. Nous avons besoin d'avoir plus de matériel parce que dans notre objectif, on avait dit devant vous qu'on devrait aller au fin fond du Bénin pour aller dénicher des talents. Et si on va prendre un enfant quelque part, on ne va pas demander aux parents de donner de l'argent pour aller acheter des équipements. Cette dotation constitue une première au profit des athlètes. Dans les prochains jours, la fédération va réceptionner du matériel spécifique féminin. Il y a une commande qui est en cours pour des équipements supplémentaires féminins. Par exemple, des coquilles qui sont masculins, mais il y a aussi des coquilles pour femmes qui sont conçues autrement. Donc, on a commandé ça. Et aussi des brassières pour la poitrine. L'acquisition des équipements adaptés à la pratique du kickboxing comble un besoin latent. Dans le passé, moi, j'ai été formé au kickboxing avec des tapettes. C'est avec des tapettes qu'on travaillait. Vous voyez, aujourd'hui, regardez tout ce qu'on a devant nous. Juste une partie. Et il y a le gros lot qui est derrière qui vient. Le coach Nicolas vient de le souligner. Maintenant, j'exhorte les athlètes à prendre au sérieux leurs entraînements.
Les athlètes rassurent leur coach. Ils s'engagent à porter haut le flambeau du Bénin en kickboxing. Du moment où nous sommes en train d'avoir les équipements qu'il faut, ils seront heureux et très heureux d'avoir des athlètes comme nous. Ils ne vont pas regretter. Et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes partout où nous serons pour révéler le Bénin tel que l'a toujours dit notre président. Étape par étape, la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées trace le chemin pour le développement irréversible de ce sport pied-point au Bénin. La nouvelle vient de tomber lors du 65e sommet de la CEDEAO qui se tient ce dimanche 7 juillet à Abuja, au Nigeria. Les ressortissants du Mali, du Burkina Faso et du Niger devront désormais obtenir un visa pour voyager dans les pays membres de l'organisation. Hors de nos frontières, le Niger a accueilli ce samedi 6 juillet 2024 le premier sommet de l'AES, entendez, Alliance des États du Sahel. Il s'agit de la première réunion des présidents de l'AES. La dite réunion a connu la présence des présidents de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, du Mali, le colonel Assimi Goïta, ainsi que celui du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Selon la présidence burkinabé, les discussions ont tourné autour de la sécurité, la défense, les échanges économiques, culturels et commerciaux. Les chefs de junte au pouvoir au Niger, au Burkina Faso et au Mali ont signé 4 documents engageant leurs États et adopté le traité portant création de la Confédération de l'AES, le règlement intérieur du Collège des chefs d'État de l'AES, le communiqué final et une déclaration dite de Niamey. Les chefs d'État de l'AES ont donné une place de choix à la libre circulation des personnes et des biens en place d'une forte unifiée de l'AES et d'un plan dit trilatéral permanent pour les actions militaires. Rappelons que le sommet de Niamey intervient près d'un an après la signature en septembre 2023 de la charte d'entraide militaire dite du Liptako-Gourma et à l'annonce conjointe du départ de la CEDEAO fin janvier. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.